Salut à tous, c'est Joe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment coder sous TradingView. On va utiliser le langage PineScript et on va voir ensemble comment on fait un indicateur, une stratégie, etc. On va pas avancer trop dans l'indicateur, je ne suis absolument pas trader, je n'ai aucune idée comment ça fonctionne, mais ça peut quand même être utile de faire un indicateur parce qu'on va pouvoir grouper plusieurs indicateurs à l'intérieur. Lorsqu'on a un plan gratuit sur TradingView, on est limité à 3 indicateurs et vous pouvez par exemple mettre 3, 4, 5 EMA dans le même indicateur, ça comptera que pour un. Donc ça peut être pratique, je vous montrerai vite fait comment on fait ça. Ce sera certainement dans une autre vidéo parce qu'on là on va plus s'intéresser aux stratégies. Donc on va voir ça ensemble. Il n'y a rien de très compliqué, c'est sûr si on est développeur on a plus de facilité, ça reste un langage de programmation avec des conditions, etc. Mais vous allez voir que c'est quand même assez accessible et TradingView propose une aide qui fait qu'on peut facilement retrouver toutes les infos qu'on veut. Ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve sous TradingView et on commence à coder une petite stratégie de base. Bien sûr, petite précision avant qu'on attaque, la stratégie qu'on va faire c'est juste pour de l'apprentissage, on ne va pas du tout l'appliquer, on ne l'utilise pas même si le pourcentage est positif. Ça m'étonnerait, mais voilà, on va essayer de faire des choses un petit peu logiques, mais à aucun moment donné on utilise cette stratégie. Allez, on se retrouve sur TradingView, c'est parti. Donc lorsqu'on arrive sur TradingView, la première chose à faire quand on fait notre stratégie, c'est de choisir la paire sur laquelle on va opérer. Nous on va prendre la plus classique, c'est le BTC USDT, vous la retrouvez en haut, et ensuite vous ouvrez votre éditeur Pine. Lorsqu'on arrive ici, on a les petits trucs de base, donc là c'est une sorte de disclaimer. Ensuite on a le numéro de version, la balise indicateur c'est une en-tête, et le plot c'est la fonction d'affichage. Alors on a ça de base parce que c'est le strict minimum pour pouvoir sauvegarder notre script. Si là je veux le sauvegarder, on va l'appeler par exemple tuto HCG. Là il va pouvoir être sauvegardé. Si j'avais pas ma fonction d'affichage et que je veux la sauvegarder, il va me gueuler dessus en me disant en fait on n'affiche rien, donc on comprend pas. Donc là il faut laisser la fonction d'affichage. L'indicateur, on va le virer et nous on va passer sur une stratégie. Donc pour ça on utilise la balise stratégie, tout simplement. On précise un titre, qui est le premier paramètre. Et pour l'instant ça suffit. Donc comme vous pouvez le voir, si vous mettez votre souris sur le nom d'une fonction, vous avez déjà une première aide. Et là où je vous disais au début de la vidéo, c'est que si vous maintenez CTRL et vous cliquez dessus, vous avez vraiment tout l'aide sur la fonction avec tous les paramètres possibles, l'explication de chaque paramètre, toutes les fonctions. Ce qui permet de vous retrouver très facilement si vous avez un doute, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, ou même s'il y a quelque chose que vous ne savez pas, et vous pouvez chercher simplement les différents paramètres que la fonction utilise. Alors je vais rajouter une petite précision, le numéro de version qui est juste au-dessus, il a beau être en commentaire, il est quand même interprété. Ce qui fait que dessous par exemple, si je prends une fonction de EMA, donc on la verra ensuite, mais là c'est juste pour vous montrer l'exemple, je précise close et la longueur, on voit que ma fonction est bien reconnue. Si jamais j'étais en version 4, il n'aurait pas reconnu ma fonction parce qu'on ne précisait pas la librairie. Donc ça a beau être en commentaire, on a quand même besoin d'avoir le bon numéro de version. Donc on se met bien sûr sur la version la plus récente, c'est mieux, et on va virer notre EMA parce qu'on va la faire ensuite ensemble. Donc là si on sauvegarde notre stratégie et qu'on l'ajoute au graphique, on aura notre fonction d'affichage plot, qui est ici, avec le mot close. Close, c'est simplement le prix de fermeture. Donc ce qui veut dire que par exemple ici actuellement, le Bitcoin est à 30 475. Si je regarde ici, il vient de passer à 30 475, pardon, c'est le prix de fermeture. Donc il fallait attendre que la bougie se ferme. Donc vous vous doutez qu'afficher le prix de fermeture, on s'en fout. On va s'en servir dans la stratégie, mais on s'en fout de l'avoir affiché dans notre truc. Mais on le laisse pour l'instant parce qu'on a besoin d'une fonction plot. Donc on va commencer avec par exemple une EMA. Pour le EMA, c'est dans la librairie TA, il y a quasiment tout qui est dedans, donc vous ne prenez pas trop la tête. Vous ouvrez et vous fermez votre parenthèse. Si vous passez votre souris dessus, il vous indique que vous avez besoin d'une source et d'une longueur. La source, c'est qu'est-ce qu'on va utiliser. Ici, on va utiliser nos prix de fermeture, c'est le plus classique. Et ensuite, vous précisez votre longueur. En général, on peut utiliser la 9, la 10, la 20, la 50, la 100, vous mettez ce que vous voulez. Ici, on va rester par exemple sur la 9. On sauvegarde, ça va mettre à jour automatiquement notre stratégie. Mais vu qu'on ne l'affiche pas, on a toujours nos prix de fermeture. Là, on a juste à un moment donné calculé notre EMA. On va appliquer ça par exemple à une variable, qu'on va appeler par exemple EMA 9, et on va dire affiche le EMA 9. On sauvegarde, et cette fois dans notre fonction plot, on affiche le EMA 9. Là bien sûr, le gros problème de cette stratégie, c'est que là notre numéro 9, il est en dur dans notre code. Si on veut pouvoir le modifier facilement, etc., il faut demander ce champ à l'utilisateur. Et là on va voir, ça s'appelle les champs input. Donc on va sauter quelques lignes au-dessus, on va appeler un champ input qu'on va stocker dans la variable, par exemple EMA longueur égale, on ouvre notre champ input, et là on va mettre un point, depuis la version 5 il faut le spécifier ici, et on va dire la nature de la variable qu'on va appeler. Ici c'est un integer en anglais,
Donc en fait, ça veut dire que c'est simplement un entier. Donc on met le int, et on ouvre notre parenthèse, et c'est là qu'on va pouvoir spécifier les différents champs. Encore une fois, on va spécifier un titre, on va mettre par exemple EMA longueur, on va spécifier une valeur par défaut. Alors il y a des champs qui ne sont pas obligatoires, mais ça peut être pratique. Par exemple, si vous voulez qu'on commence avec la valeur 9, voilà, par défaut la stratégie s'ouvrira avec la valeur 9. On met une valeur minimale pour éviter de mettre n'importe quoi, et une valeur maximale, voilà, c'est le paramètre de base, hein, et on sauvegarde. Donc ici, si on ouvre notre stratégie, on voit qu'on a, alors dans les propriétés, tout ça, on s'en fiche un petit peu, on voit que dans les paramètres d'entrée, on a bien notre EMA longueur avec ce champ-là. Actuellement, on ne l'utilise pas, on l'a juste stocké dans cette variable. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on le prend, on remplace notre chiffre, on sauvegarde, et cette fois, là on a le EMA 9, qu'on voit juste derrière. Hein. Si je passais en EMA 50 et que je sauvegarde, on voit que le EMA change. Donc ça permet déjà d'utiliser une variable, c'est très bien. Là, ce qu'on va faire pour s'en rendre compte, c'est qu'on avait un indicateur sur notre stratégie, je ne l'ai pas enlevé, on va le virer, on va faire ça ensemble. On va rajouter du coup une EMA, on va mettre par exemple le EMA 50. On va la paramétrer ici, hop, 50. On va ajouter une deuxième EMA, on va mettre la 10, hop. Voilà, on va changer les couleurs que ça soit bien visible. Voilà, donc on se retrouve avec notre graphe et nos deux indicateurs. Là, ce qu'on va faire maintenant, c'est que dans notre stratégie, on va aller reprendre ces deux EMA qu'on va utiliser pour ouvrir des longues, des shorts, etc. Donc on va garder exactement le même principe, on va mettre deux champs input, ça sera longueur 1 et longueur 2 par exemple. On va les spécifier ici pour pas qu'il y ait de problème. On va partir sur, par défaut, la 10 et la 50. Et ici, on va simplement calculer nos deux EMA. Donc on va les appeler EMA 1, EMA 2. Le EMA 1 prend la longueur de la première variable et le EMA 2 prend la longueur de la deuxième variable. Il devrait me gueuler dessus parce que je viens de sauvegarder, et forcément, vu que j'ai changé mes variables, mais que j'affiche toujours l'ancienne variable, bah, il ne la connaît pas. Donc on va aller renommer notre variable, et on va même aller afficher les deux EMA. Ça ne sert à rien, mais c'est pas grave, le but c'est juste de voir comment ça fonctionne. On peut utiliser deux fonctions d'affichage. Cette fois, si je sauvegarde, on voit qu'on a nos deux EMA qui s'affichent. Alors bien sûr, là, les deux sont en bleu parce que c'est la couleur par défaut. Pour préciser la couleur, on va simplement utiliser color égale color point la couleur que vous voulez. Voilà, j'ai mis des couleurs qui ressemblent un petit peu à ce qu'on avait au-dessus pour qu'on puisse s'y retrouver. Et voilà, on a à peu près les deux mêmes courbes. Alors à chaque fois qu'on va sauvegarder, ça va ouvrir automatiquement le testeur de stratégie. C'est là qu'on verrait tous les ordres qu'on ouvre. Nous, à chaque fois, on revient sur l'éditeur Py. Donc là, on a notre deuxième EMA. On va faire une stratégie très simple, on le voit ici, on va dire que si le EMA 10, donc celle qui est un peu blanche, passe au-dessus de la 50, on ouvre un ordre long, tout simplement. Donc pour ça on va dire, le EMA 10 c'est le EMA 1, donc on utilise toujours notre fonction T1, crossover, donc crossover comme son nom l'indique, ça veut dire que ça croise au-dessus. Cette fonction prend deux paramètres, on voit qu'il y a source 1, source 2, on va mettre notre EMA 1, EMA 2, si on clique dessus, on voit que la crossover correspond à si la série source 1 traverse la série source 2 et que la valeur de source 1 est supérieure à la valeur de source 2. Donc globalement, ça veut dire que la source 1, qui est le EMA 1, passe au-dessus de la EMA 2. Donc nous, c'est ce qu'on veut. Donc là, on a juste testé le crossover de EMA 1 et EMA 2. Il va falloir associer ça à une variable qui va nous servir de condition. On va dire par exemple EMA, pour dire qu'on reste dans le thème de l'EMA, long, OK. Cette condition veut dire qu'on a une bonne position dans les EMA. On l'appelle absolument comme on veut. Et on va dire exactement la même chose, ça sera après pour le short. Donc EMA short OK. Cette fois, c'est quand l'EMA 2 passe au-dessus de l'EMA 1. Une autre solution aurait été d'utiliser le cross under. Ça aurait été quasiment la même chose que la première fonction. On aurait remis notre short OK ici. On aurait utilisé le cross under. Et là, ça serait la EMA 1 qui passe en dessous de la EMA 2. C'est pareil de dire que la EMA 2 passe au-dessus de l'EMA 1, tout simplement. Une autre chose qui peut être utile aussi, j'en profite, lorsque vous commencez à écrire une fonction mais que vous ne savez plus trop comment ça s'appelle, si vous faites CTRL espace, il y a l'autocomplétion. Et on vous propose des différentes fonctions qui ont le nom qui ressemble à ça. Donc là, on pourrait retrouver par exemple notre cross under, et après on avait juste à finir notre fonction. Bon là, on va garder l'autre, ça suffit. Donc maintenant, on va passer à l'ouverture d'ordre, parce que là, pour l'instant, on a juste des calculs, malheureusement, ça ne fait absolument rien. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va aller ouvrir nos positions de long et de short. Pour ça, on utilise la librairie stratégie où on va retrouver tout ce qu'on veut.
quand on ouvre une position, on utilise le mot-clé entry qui veut dire qu'on veut entrer sur le marché. On spécifie un titre, alors cette fois on n'a pas besoin de spécifier le title. Je crois même qu'on n'a pas besoin de le spécifier dans les autres. On va essayer. Est-ce que ça compile? Non, il veut un title. Bon, on va lui laisser le title. Hein. Mais ici, il n'y a pas besoin. Donc on va mettre par exemple entry long. On va, deuxième paramètre important, le type de position. Ici, ça sera un long. Troisième paramètre, la condition. When. Et on met notre condition qui est ici EMA long OK. On fait exactement la même chose pour le short. Alors cette fois on met les bons noms hein, bien sûr. Voilà. Là si je sauvegarde, il m'a créé une stratégie, il m'a ouvert des ordres dans tous les sens et on devrait le voir ici sur notre graphe. Donc à chaque fois il a des entries, des longues, des shorts, etc. On voit que à chaque fois qu'on passe ici, hop, on ouvre notre longue. Si jamais ça passe en dessous, on ouvre notre short. On pourrait se dire, attends, pourquoi on ouvre ici, on n'ouvre pas ici alors que ça a croisé? Le truc, c'est que c'est cette bougie-là qui a permis à l'EMA de croiser. Donc on a commencé ici, la bougie s'est terminée ici, le prix de fermeture est ici, et c'est ici qu'on sait que l'EMA croise. Donc la stratégie va ouvrir à l'ouverture de la bougie d'après. Et c'est pareil partout. C'est pareil pour le short, etc. Cette bougie-là n'avait pas encore fait passer l'EMA, même si elle est grande. C'est cette bougie-là qui vient sauvegarder le MA en dessous et qui vient noter du coup l'ouverture du short ici. Donc là on a bien sûr un petit problème, c'est que on ouvre notre longue et on vient le fermer uniquement lorsque le short s'ouvre. C'est pas top, on aimerait avoir un take profit, un stop loss qui permet justement de valider des gains. Pour ça on va retourner sous notre éditeur Pine et on va créer du coup nos stop loss et notre take profit. Alors là ce que je vous conseille pour vous y retrouver c'est que vous mettez des petits commentaires. Par exemple si j'ouvre un commentaire et on va mettre un caractère qui se répète, souvent on met le dièse, EMA, on en remet. Donc on sait que tout ce qu'il y a entre ces deux balises, ça concerne le EMA. Ensuite on va s'en faire un autre avec les take profit et les stop loss. Voilà, alors ici on va du coup spécifier nos take profit et nos stop loss. On ne peut pas utiliser un chiffre fixe, vous en doutez, parce que l'ouverture de notre position ici n'est pas la même qu'un autre endroit. Donc si je mettais par exemple un stop loss à 30 500 pour nous arrêter ici, et ben le 30 500 pour cette ouverture de position serait ok, mais pour une autre ouverture, il n'aurait aucun sens. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un pourcentage de l'ouverture de notre position. Donc on va créer notre première variable, qu'on va appeler par exemple take profit long, et nous ce qu'on voudrait avoir c'est par exemple 10%. Alors c'est énorme, hein, on est sur du 1 minute, on ne l'aura jamais, mais c'est pour montrer un exemple. On voudrait que le prix soit multiplié par 1.1. On va mettre quand même 1,02, ça sera un peu plus logique. Comment retrouver ce prix? C'est très simple, c'est toujours dans la librairie stratégie. Et ici on va retrouver le position, alors on en a plusieurs, et c'est le average price. Notre take profit long sera donc égal à notre prix d'ouverture plus 0,20%. On va faire la même chose pour le stop limit. Alors le stop limit du coup, on va réduire la valeur, et on va essayer de garder le fameux ratio de 1 pour 2, donc on va le réduire de 0,01. On fait la même chose pour les shorts. Cette fois vous en doutez, c'est exactement l'inverse. Un take profit de short doit avoir un prix inférieur parce qu'on veut avoir de la vente, donc on va mettre nos 0,20% en baisse, et cette fois, pour le stop loss, ça va être 0,10%, voilà, on peut sauvegarder. Là on a juste créé nos variables, on va devoir les affecter à notre stratégie de sortie. Donc comme vous l'avez entendu, hein, je l'ai simplement dit à l'oral, on va aller chercher la stratégie de sortie, donc c'est le stratégie exit. On va lui mettre un petit ID, ça va être l'équivalent au titre. Hein. Donc on va mettre par exemple exit long. On lui met notre take profit qui est utilisé avec le mot-clé limit, TP long. Et on va mettre du coup le stop loss avec le mot-clé stop. Juste là. On fait pareil pour les shorts. Voilà. On corrige les gros doigts, hein, on en fout toujours partout. Voilà, ça met avant. Et on sauvegarde. Donc là, malheureusement, ça ne suffit pas. On le voit sur le chart, c'est-à-dire que lorsqu'on ouvre par exemple ici une position longue, on voudrait attendre de taper soit notre take profit, soit notre stop loss. Là, le problème qu'on a, c'est qu'on a les conditions qui ont apparu pour ouvrir un short. Donc en fait, il va ouvrir un short, il va fermer ensuite la position longue, etc. Pour corriger ça,
on va dire à TradingView d'ouvrir un ordre uniquement si on n'a aucun ordre sur le graphique. Pour ça, c'est très très simple. On va mettre un if, qui est une condition. Alors ça, c'est utilisé partout, mais c'est vrai que si vous n'êtes pas développeur, vous ne le savez pas. Et on va lui dire si le nombre de positions, donc stratégie.position size, est égal à 0. Quand on fait une comparaison, on utilise 2 fois le signe. Lorsqu'on utilise un seul égal, on affecte une valeur. Quand on en met 2, on fait une comparaison. Donc là, on dit si jamais il n'y a pas de position, c'est égal à 0, alors on va en ouvrir une. Sous PineScript, pour dire que ces deux lignes doivent respecter cette condition, on vient mettre simplement un petit tab devant. Donc là, ça veut dire que celle-ci se lance à chaque fois que le script tourne, et celles-ci doivent respecter cette condition. Donc déjà ça va permettre d'avoir une première correction. Donc une fois que c'est sauvegardé, on a pu ne pas doubler nos ouvertures de position. Et là, on va faire la même chose pour les fermetures de nos positions. Parce que là, en fait, il est en train d'affecter notre take profit et nos stop loss à n'importe quelle position. Lui, il s'en fout, il balance. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire, si jamais c'est un long, donc c'est-à-dire que si jamais on a une position ouverte, stratégie.position, comme on a fait tout à l'heure, size supérieur à 0, tu vas lancer une condition de sortie, donc c'est notre take profit et notre stop loss. Pour le short, c'est l'inverse, parce que lorsqu'on fait un short, on va dire qu'on prévend quelque chose. Donc en fait, on va avoir une position négative, c'est comme si on ne l'avait pas, et en fait, lorsque ça va correspondre à ce qu'on veut, on va la revendre. C'est comme ça que fonctionne TradingView et puis le trading en général. Donc là, on est en train de dire que si on n'a pas de position, on peut ouvrir un long ou un short, et à partir de là, si jamais on a une position, on a un take profit et un stop loss de long, et si on a une position négative, c'est-à-dire que si on a un short en cours, on a un take profit et un stop loss de short, tout simplement. On sauvegarde et on a notre graphe qui va se mettre à jour. Voilà, une fois qu'on a sauvegardé, la première chose qu'on voit, c'est qu'il n'y a absolument pas de position. On voit qu'il y en a très très peu. Si on regarde le testeur de stratégie, quand on regarde la vue d'ensemble, on a à peine 10 transactions. Pourquoi ça a fait ça? Alors ça c'est très simple, c'est qu'on s'est foiré dans les pourcentages. J'espère que je ne suis pas le seul, j'espère que quand j'ai dit mes chiffres avant, personne ne l'a remarqué. À mon avis, il y en a au moins un ou deux qui a dû se dire « Oh quel con, il a rien compris ». Donc là c'est très simple, c'est qu'en fait au lieu d'avoir mis 0,20% comme je le voulais, j'ai mis 2%. Et donc du coup, sur un chart à une minute et même sur le Bitcoin en général, 2% ça reste beaucoup, c'est pas tous les jours que ça prend ou ça perd 2%. Entre l'ouverture et la fermeture du short, on a bien perdu quasiment 2%. Alors on n'a pas perdu, pardon, on a gagné 2%. Mais nous on voulait pas ça. Alors ça peut être une stratégie bien sûr, mais nous ce qu'on voulait pour notre test c'était 0,20. Donc ici on rajoute simplement un 0. Ici, on va rajouter ça, ça et un 0. Et donc cette fois, on est bien une virgule après. Si je sauvegarde, ça va mettre à jour tous mes take profit et mes stop loss. Et on devrait avoir voilà, beaucoup plus de transactions. Si on zoome ici par exemple, on voit qu'on a ouvert notre long ici, la flèche bleue. On va prendre la petite réglette pour vérifier. On a dû le quitter à moins 0,10, c'est ça. On a ouvert notre short ici. On l'a quitté à moins 0,10 en hauteur, c'est notre stop loss. Cette fois, ce long, il est bon. On l'a ouvert ici, donc ça devrait être du 0,20. Voilà. Donc on a notre fameux risque ratio de 2 points. Donc là, on a créé notre première stratégie. On a simplement dit que si jamais le MA 10 passe au-dessus de le MA 50, on ouvre un long. On le ferme si on fait plus 0,20 ou moins 0,10. Et inversement pour les shorts. Et là, quand on va dans notre testeur de stratégie, on voit tout le résumé. Dans la vue d'ensemble, on voit le nombre de transactions, on voit qu'il y en a 160. On voit aussi le win rate, qui est à peu près de 35%. On voit le drawdown max et on voit le profit net. Ici, ça peut ressembler un peu à n'importe quoi, on ne sait pas trop à quoi correspondent ces chiffres. Donc du coup, ce qu'on va faire, ce que je vous conseille, c'est que vous allez dans votre stratégie qui est ici, vous allez sur le petit engrenage, et dans les propriétés de la stratégie, vous allez dire que vous ouvrez simplement des ordres de 100 euros. 100 euros, voilà, vous mettez ça partout. Et donc ça veut dire qu'à chaque fois, vous ouvrez un ordre de 100 euros. Ça permet en fait d'avoir des chiffres beaucoup plus compréhensibles. On voit que sur toute la période, alors on va aller sur la toute première transaction, voilà, la toute première transaction date à peu près d'ici, lorsque le Bitcoin était dans les 29 000, et on voit qu'elle date du 30 mai. Donc là, en 3 jours, on aurait fait environ 160 transactions et on aurait fait 0,76 de bénéfices. Alors ça ne veut pas dire bien sûr, allez on envoie tout, on envoie les millions, on va se faire 0,76 à chaque fois. Pas du tout, ça peut vraiment varier. Une stratégie qui fait par exemple 10% aujourd'hui
peut très bien faire moins 20% dans 2 semaines. Le marché bouge beaucoup et c'est des choses qui se testent un bon moment et qui doivent s'adapter surtout au momentum. On ne peut pas se permettre de lancer une stratégie, de plus jamais rien regarder, se dire c'est bon, je sais, je suis certifié de faire mes pourcentages. Donc voilà, là on a fait notre première stratégie, on a vu un peu comment ça fonctionnait. J'ai essayé d'aller assez vite pour pas faire une vidéo de 40 minutes. S'il y a des passages où je suis allé un peu trop vite, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, je ferai de mon mieux pour vous répondre. Donc voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Ce qu'on a fait du coup, c'est qu'on a choisi notre paire, on a vu comment on utilisait le numéro de version, les entêtes, les champs input, etc. On a ouvert des longues, on a ouvert des shorts, on a mis un stop loss, on a mis un take profit, etc. etc. Ce qui nous reste à voir, il y a beaucoup de choses, c'est différents types de champs input, comment intégrer un indicateur à notre stratégie, un indicateur tout fait, quelque chose que vous aimez bien utiliser en temps normal, on pourrait le copier et l'intégrer à notre stratégie, ça je vous montrerai. Et aussi un autre truc important, c'est que là actuellement, notre take profit et nos stop loss, on les a écrits en dur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on verra aussi comment les mettre en champ input. Alors vous pouvez déjà le faire avec ce qu'on a dit, hein. Vous savez comment on crée un champ input. Alors ça sera pas un int, ça sera un float, avec FLOAT, pour dire que c'est un nombre à virgule, mais globalement c'est exactement la même chose. On va stocker notre variable, on va stocker notre valeur dans une variable, et on utilisera cette variable pour construire notre multiplication. Mais voilà, vous avez les bases de PineScript, il n'y a rien de compliqué. Alors surtout quand on connaît un petit peu le développement, tout ça, on s'y retrouve très facilement. Quand on connaît rien, on doit découvrir les fonctions if, tout ça, on ne connaît pas alors que c'est quelque chose qu'on utilise quand même assez régulièrement dans l'informatique. Mais voilà. Donc moi ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo dans à peu près une semaine. Donc j'espère que vous a plu, j'espère que vous avez pu apprendre des choses, ça serait génial que je puisse vous transmettre un peu mes connaissances, surtout à des gens qui ne connaissent pas forcément le développement et qui s'y intéressent. Ça serait cool d'apprendre ensemble. N'hésitez pas aussi à me dire si je vais trop vite, si je devrais être plus détaillé ce que je fais. Peut-être que j'en largue complètement et c'est pas du tout le but de la vidéo. Donc je vous remercie d'avoir regardé et puis à la prochaine. Allez, ciao! Way back a year ago,